Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le webinaire La blockchain et le marché de l'art. Donc avant tout, on va déjà vérifier si point de vue technique tout fonctionne bien. Bonjour aux participants, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat pour savoir si vous entendez bien et si vous nous voyez. Voilà, bonjour Aline, voilà, tout va bien, voilà, bonjour Frédéric. Alors, donc, dans quelques secondes, nous allons commencer. Salut Christophe, bonjour, voilà, donc on vous entend bien, tout est parfait. Bon, c'est super. Ah, il y a Loïs. Ah ben voilà, j'ai organisé il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir d'animer un webinaire avec Loïs de la Soudière dans le domaine du luxe. Voilà, donc le luxe, le marché de l'art, on n'est pas très loin. Non. Très bien. Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose de, de vous parler de l'organisation. Donc, je vais vous présenter brièvement en 2-3 minutes qui est Wallcrypt. Ensuite, Paul, se présentera et va présenter la blockchain, parler de la blockchain et des NFT. Et ensuite, nous avons donc Jean-Marc Gossen et Gaël Boven, qui sont des avocats internationaux spécialisés dans la blockchain, qui interviendront et parleront, je dirais, donc, du domaine de l'art et parleront de leurs projets. Alors, ce que je vous propose, eh bien, donc, c'est de commencer. Wallcrypt, qui sommes-nous? Eh bien, Wallcrypt, c'est en fait une société qui est spécialisée dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie et dont la vocation est de faire de la vulgarisation, je dirais, donc, sur, je dirais, cette industrie nouvelle et qui est très prometteuse. Donc, c'est donc un journal d'actualité qui va pas mal parler de l'emploi de la formation, mais aussi beaucoup des cas d'usage. Nous avons aussi donc un job board justement, puisqu'on parle d'emploi et de formation. Cette technologie va donc être amenée à beaucoup recruter. Qui dit recrutement dit formation. Et sachez que sur ce job board, si vous recrutez dans ce secteur-là, eh bien, c'est gratuit. Vous pouvez déposer vos offres d'emploi et vos offres de stage. Donc, Wallcrypt organise maintenant depuis un peu plus de 3 ans des webinaires sur les cas d'usage. Là, j'en parlais tout à l'heure, on a fait un webinaire donc, avec Loïs dans le domaine du luxe, et semaine dernière, c'était par exemple sur l'économie circulaire. Voilà, donc sur youtube.com/wallcrypt, vous pouvez retrouver nos webinaires. Alors, j'en profite aussi pour parler d'un projet qui est en cours. Depuis plusieurs mois, donc, Wallcrypt travaille sur la création d'un jeu de société. Donc, c'est un jeu de cartes avec des coins dont la vocation est de vulgariser la blockchain et la crypto-monnaie en s'amusant. Donc, c'est un jeu de cartes qui fera à peu près 120 cartes. Une partie va durer environ 3 quarts d'heure. Et l'objectif, eh bien, c'est de jouer aux cartes, de s'amuser et de comprendre, je dirais, donc ce que signifie, par exemple, le minage, le staking, ce que c'est un bloc. Voilà. Donc, ce jeu s'adresse aux centres de formation, aux universités, mais aussi aux entreprises, aux startups qui veulent proposer, je dirais, donc, à leurs clients de comprendre plus facilement s'amusant. Et en parallèle, je dirais, à ce jeu, nous développons actuellement un livre qui s'appelle 50 experts vous expliquent la blockchain, un livre de vulgarisation où vous allez retrouver de façon relativement simple des explications sur, je dirais, tous les termes réguliers qu'on peut retrouver dans le secteur de la blockchain. Alors, notre modèle économique au niveau de Wallcrypt, eh bien, nous sommes une agence de marketing digital qui est dédiée à l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie, et nous proposons du référencement naturel Google, voilà, donc pour ces entreprises, de l'e-réputation, c'est-à-dire afficher la marque, et voilà. Donc, et je remercie donc, eh bien, donc les partenaires, je dirais, qui ont bien voulu participer à la promotion du webinaire. Alors maintenant, je vais passer la parole à Paul. Voilà, donc Paul, si tu veux bien te présenter et puis parler, expliquer ce qu'est la blockchain et ce que sont les NFT. Je te laisse la parole. Très bien, merci. Vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend bien, Paul. Super. Pour commencer cette conversation autour des NFT, j'aimerais présenter un petit peu la blockchain et surtout quel est son intérêt, parce qu'on entend beaucoup parler de cette technologie qui est souvent plus obscure qu'elle n'y paraît. Et alors, présentons-la un petit peu. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une blockchain, c'est un endroit où on stocke des données. En ligne, comme on a des bases de données en ligne, c'est voilà, c'est ce que ça sert à stocker des données dans un premier temps. Et la particularité, c'est que ces données, en fait, il y a plusieurs personnes qui les hébergent. Ce n'est pas un seul serveur, les serveurs d'une banque qui ont les données d'un client, c'est plein de personnes différentes. Et ce qui va se passer, c'est que chacune de ces personnes, qui ne se connaissent pas, ça pourrait très bien être moi, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui à l'autre bout du monde, doit avoir ce même réplica de la donnée, donc la même donnée partout chez toutes ces personnes. Et on doit se mettre d'accord. Il y a un mécanisme automatique qui va faire qu'on se met tous d'accord sur cette donnée. Mais alors, à quoi ça sert de faire un truc aussi compliqué? Avant, on pouvait stocker la donnée sur un seul serveur, ça marchait très bien. Eh bien, en fait, si on regarde ce qui se fait actuellement, eh bien, notamment dans le milieu de la banque, si vous voulez faire des transferts d'argent en ligne, concrètement, c'est quoi un transfert d'argent en ligne? Vous allez sur votre application, vous voyez afficher 10 € sur votre compte, et ces 10 €, ce 10, ce chiffre 10, c'est une donnée qui est quelque part chez les serveurs de la Caisse d'épargne, Société Générale, que sais-je. Et l'idée, c'est qu'on fait confiance à HSBC, on fait confiance à la banque qu'elle ne va pas modifier ce chiffre. On lui fait confiance qu'elle ne fait pas n'importe quoi derrière avec ce chiffre. Elle affirme ce chiffre, mais il y a cette idée qu'on est obligé d'avoir ce tiers de confiance sans pouvoir rien vérifier. L'idée de la blockchain, c'est qu'on va faire la même chose, à savoir mettre ce chiffre sur la blockchain, mais vu qu'il y a des milliers de personnes différentes, eh bien, on peut avoir confiance, parce que s'il y a quelqu'un qui triche, les autres vont le voir. Et vu qu'on est obligé de se mettre d'accord, on a cette idée que la blockchain va nous enlever ce besoin d'avoir un tiers de confiance. C'est des concepts qui sont longs à absorber au début, mais c'est très intéressant de se dire que maintenant, grâce à une technologie qui appartient en fait à l'utilisateur lambda, on est capable d'introduire une nouvelle notion qu'on n'avait pas dans le numérique avant, qui est la notion de confiance. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Et forcément, ça crée des frictions, parce que jusqu'ici, on n'avait pas ça. Il y a des institutionnels qui sont déjà installés. Et on a en ce moment un clivage entre voilà, le côté bancaire très centralisé, duquel on fait confiance à la marque, à ce qu'on pense de la banque, et Bitcoin, où au final, on n'a pas besoin de faire confiance aux gens qui utilisent Bitcoin. Donc, il faut juste avoir confiance dans ce protocole. Alors maintenant, les NFT, parce que jusqu'ici, vous avez compris que sur la blockchain, on pouvait marquer des montants d'argent, dire j'ai 10 €, ok, je fais un transfert, donc je fais moins 10, plus 10, etc. Maintenant, les NFT, c'est une notion qui est un peu, comment dire, bâtarde, si je peux me permettre, parce que c'est un token et qui est en fait là pour incarner un certificat. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de propriété, un NFT. Ça certifie sur la blockchain, de la même manière qu'avant on certifie qu'on a 10 €, que j'ai 10 bitcoins sur mon compte. Ça va certifier le fait que j'ai la propriété de quelque chose de concret, qui est autre que de la monnaie qu'on peut s'échanger. Et donc, pour que ça soit plus visuel pour les utilisateurs, on te dit c'est un token, sauf que ce token, il a la particularité d'être non fungible, donc non-fungible token. L'idée, c'est que ce token, il représente quelque chose de réel et qui n'est pas échangeable. De réel ou au sens qui peut être numérique ou physique, mais ça représente quelque chose, mais qui n'est pas échangeable. Alors, je vais vous donner un exemple parce que c'est le sujet. On a une image. Ça, c'est une œuvre d'art de Christie's, il me semble. Cette œuvre d'art, n'importe qui peut la copier-coller sur Internet. C'est très difficile de protéger son art en ligne, finalement. Enfin, on aura des spécialistes qui vont nous en reparler. Mais par contre, il y a une seule personne sur Terre. Tout le monde a cette image, mais il y a une seule personne sur Terre qui a le certificat. Ce certificat, c'est un token sur la blockchain qui nous dit cette œuvre d'art, elle appartient à cette personne-là. C'est cette personne qui a des droits sur cet art et de ce fait, c'est cette personne qui va notamment avoir des intérêts financiers lors de la revente, par exemple. Voilà. Et pour la petite anecdote,
C'est une œuvre qui s'est vendue 69 millions de dollars il y a quelques mois, je ne me souviens plus très bien, peut-être il y a 2 mois, par Christie's. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions autour de ces sujets qui sont vraiment pas des sujets évidents au début, et on les traitera à la fin de la session. Voilà, c'est tout pour moi et je vais laisser la parole aux autres intervenants. Très bien. Bah, écoute, merci Paul. Et on va laisser maintenant donc, la parole donc, à Jean-Marc et Gaël qui vont prendre la suite. Ok, très Donc, bien. je vous laisse vous Je vais présenter. commencer. Donc, voilà, je me présente brièvement à nouveau. Jean-Marc Gossens, je suis avocat au barreau de Bruxelles, avec mon associé, Maître Gaël Bowen, qui va intervenir avec moi. Nous sommes tous les deux des avocats spécialisés en blockchain, en crypto-monnaie, et nous sommes d'ailleurs cofondateurs d'une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle Arkendai Coin, dont nous allons vous parler plus tard. Alors, pour continuer sur ce que Paul a très bien commencé à expliquer, en fait, en économie, un actif fongible, c'est un actif dont les unités peuvent être facilement échangées, comme de l'argent. Donc, prenons un exemple. Si je vous prête 100 euros, ce n'est évidemment pas le même billet de 100 euros que je veux de retour. Vous pouvez me rendre un autre billet de 100 euros ou 5 billets de 20 ou 2 billets de 50. Donc, vous pouvez échanger justement cet actif. Et pour le Bitcoin, par exemple, pour parler d'une crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Si je vous prête un Bitcoin, vous me rendez un Bitcoin, peu importe le Bitcoin. Alors, en revanche, si un bien est non fongible, comme les NFT, cela signifie qu'il a des propriétés uniques et qu'il ne peut pas être échangé avec un autre bien. Donc, un autre exemple, c'est une maison ou une œuvre d'art. Alors, pour les œuvres d'art traditionnelles, comme les sculptures, comme les peintures, elles sont évidemment uniques en leur genre. Et si on fait la comparaison avec un fichier numérique, par contre, peut facilement et indéfiniment être dupliqué. Il y a d'ailleurs, quand on duplique un fichier numérique, il n'y a d'ailleurs pas de perte de qualité. Ce n'est pas comme une photocopie ou en art une lithographie. On peut répliquer indéfiniment. Il n'y a aucune perte de qualité et c'est très facile à faire. Alors, l'originalité des NFT, c'est qu'on va tokeniser des œuvres d'art pour, comme l'expliquait Paul, créer un certificat numérique de propriété qui est cette fois-ci unique et qui peut être acheté et revendu. Donc, ce qui veut dire que l'acheteur du NFT possède un jeton, un token, qui prouve qu'il est propriétaire de l'œuvre originale. Alors, c'est vrai qu'on peut parfois se demander, mais pourquoi est-ce qu'un acheteur a payé 69 millions de dollars pour l'œuvre de Beeple qu'a montré Paul? Mais en fait, c'est, comme l'expliquait Paul, c'est la preuve qu'il est le possesseur, qu'il est le propriétaire en fait de cette œuvre. Alors, il peut avoir beaucoup de raisons, mais si on compare avec l'art traditionnel et les techniques traditionnelles, il y a des œuvres de peintres classiques qui se sont vendues des fortunes aussi. Des Rembrandt, des Van Gogh qui se sont vendus pour des centaines de millions. Alors, et les acheteurs, les propriétaires de ces œuvres, qu'en ont-ils fait? Ils ne peuvent pas les exposer. Par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui ont acheté des œuvres de ces prix-là. Elles ne peuvent évidemment pas exposer ces œuvres dans une agence. Elles doivent garder ces œuvres dans des coffres forts avec des conditions de sécurité et de conservation très très strictes. Alors pourquoi ou alors elles s'exposent, elles le prêtent à des musées. Alors pourquoi donner autant d'argent pour un tableau dont on ne peut pas profiter, qu'on ne peut pas exposer dans son salon? Eh bien, c'est pour pouvoir dire qu'on est propriétaire de l'œuvre. Voilà, c'est simplement ça. Et c'est pour ça que certains NFT se vendent à de tels prix. Par exemple, il y a aussi le premier tweet de Jack Dorsey, le créateur de Twitter, qui s'est vendu 2,5 millions de dollars aux enchères. Alors, je crois que je vais passer maintenant la parole à Gaël, qui va un petit peu expliquer pourquoi la blockchain est une solution justement très intéressante pour l'art. Merci Jean-Marc.
Donc voilà, Maître Gaël Boven, je suis aussi avocat comme Jean-Marc et je suis avocat international établi à Bruxelles. Donc ici, je vais vous présenter quelques aspects assez succinctement des avantages de la blockchain en ce qui concerne l'industrie de l'art. Donc pour faire un bref petit récapitulatif, pour revenir sur ce qu'a dit Paul, donc la blockchain, pour l'imaginer très simplement, il faut imaginer un registre, donc comme un grand livre de comptes qui est décentralisé. Décentralisé, ce qui signifie qu'il est partagé sur une multitude d'ordinateurs en même temps. Et grâce à un protocole open source, il faut savoir que ce registre qui est décentralisé, partagé sur cette multitude d'ordinateurs, est constamment actualisé et le même sur chaque ordinateur. Ce qui permet finalement de se passer du tiers de confiance dont on a l'habitude normalement d'user, puisque le registre est dès lors transparent pour chaque personne qui participe au réseau blockchain. Et donc, cette transparence fait que l'ensemble des utilisateurs vérifie constamment la donnée, l'information, la transaction qui est enregistrée sur la blockchain. Et c'est ça qui fait que cette technologie est tout à fait révolutionnaire. Et notamment pour le domaine de l'art. Pourquoi? D'aucuns savent que dans le domaine de l'art, il y a toujours eu ce problème de l'authenticité. L'authenticité d'une création artistique. La détermination de cette authenticité, de ses origines. La blockchain intervient donc à un bon moment, puisqu'elle permet pour une création artistique de faire certifier son authenticité. Et ça change beaucoup de choses, ça évite pas mal de discussions et ça permet de conférer une certaine valeur à telle ou telle création artistique, étant donné qu'on sait pertinemment qui en a été son auteur. Ça, c'est un des avantages de la blockchain, donc l'authenticité, la traçabilité de l'œuvre d'art, étant donné qu'à chaque fois que cette création artistique va être échangée, cela va être acté, enregistré dans la blockchain, et chaque fois de façon inaltérable, via des techniques spécifiques de cryptographie, donc des algorithmes assez complexes qui permettent vraiment de chiffrer de façon inaltérable l'enregistrement qui a été réalisé dans la blockchain. Et on va alors, à un moment donné, avoir accès à cette technologie blockchain qui permet donc, par cette inaltérabilité des transactions, qui va donner l'occasion aux artistes, par exemple aussi, de réclamer des droits de suite en ce qui concerne les ventes ultérieures. Pour donner un exemple, nous analyserons notre projet Arc and Die Coin et ça sera beaucoup plus clair pour notre audience. Donc, on verra comment un artiste qui a fait certifier qu'il était l'auteur d'une création artistique pourra se réserver un certain pourcentage en termes de rémunération sur les ventes ultérieures. C'est très, très intéressant et forcément, ça peut véritablement changer la vie d'un artiste. Il y a aussi l'avantage que permet la blockchain de ce qu'on appelle les smart contracts, donc en français, les contrats intelligents. Nous verrons à travers des exemples concrets dans la suite de l'exposé comment ces contrats intelligents permettent d'assurer une certaine sécurité dans le domaine de l'art, aussi bien pour les artistes que pour les investisseurs, les acheteurs. Donc, je vais proposer à Jean-Marc de continuer sur quelques explications concernant le financement et la promotion de création artistique pour exemplifier ce que je viens de donner comme avantage en ce qui concerne la technologie blockchain. Ok, merci Gaël. Donc, je vais prendre notre cas, le cas concret de Arc and Die Coin. Donc Arc and Die Coin, l'abréviation c'est DAI, le ticker c'est DAI. Donc ticker en fait c'est comme les actions en bourse. Hein. Il y a une abréviation, et celle de notre coin c'est DIE. Donc le DIE est listé sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie La Token. Donc on peut l'acheter actuellement en IEO, c'est l'Initial Exchange Offering, jusqu'au 21 juillet. Et ensuite, elle sera listée parmi les autres cryptos comme le Bitcoin, par exemple, Ethereum, Cardano ou encore Polkadot. Donc voilà. Alors, DAI se distingue cependant de la plupart des autres crypto-monnaies. Alors, j'aime classer
les crypto-monnaies en 3 catégories. Alors, prenons la plus célèbre, le Bitcoin, par exemple, est ce que j'appelle une crypto simple, c'est-à-dire elle ne sert qu'à accomplir des opérations financières. Elle sert uniquement à remplacer des monnaies fiat, telles que l'euro, le dollar, le yen. Une deuxième catégorie, c'est par exemple Ethereum, Cardano, Polkadot. Ces crypto-monnaies-là ont un projet sous-jacent, mais je les appelle des cryptos pour les cryptos, car leur projet consiste à améliorer leur propre écosystème. Elles sont toutes en concurrence les unes avec les autres. Et en fait, leur but est que la communauté des techniciens crypto adopte leur procédé technologique plutôt que celui des autres. Et ces cryptos, c'est celles que j'appelle crypto pour les cryptos, elles constituent la très grande majorité des cryptocurrencies. Alors, la troisième catégorie, dont fait partie Ark and Coin, là, il y a beaucoup moins de concurrence. Il y a beaucoup moins de concurrence et même plutôt des complémentarités. Alors, c'est ce que j'appelle les cryptos qui sont connectés au monde réel. Alors, Ark and Coin est connecté aux artistes. Elle est connectée au monde de l'art. Alors, quel est notre but? Notre but est de créer une communauté d'investisseurs, c'est-à-dire les acheteurs de coins et d'artistes, qui seront les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir notre crypto-monnaie. Alors, je vais expliquer. Les fonds qui sont collectés par la vente de Ark and Coin servent à financer des projets artistiques. Et grâce au succès de ces œuvres artistiques, on va augmenter la publicité faite autour de Ark and Coin, autour de cette crypto-monnaie, et de ce fait, la demande en Ark and Coin va augmenter aussi. Donc, parce que certains artistes, évidemment, ils sont très influents, ils ont une très grande communauté, audience de followers. Et la communauté autour de Ark and Coin pourrait donc grandir très vite et tout le monde en bénéficiera. C'est-à-dire les artistes seront financés. Et on va donner tout à l'heure des exemples de projets qu'on finance déjà actuellement, comme ça ce sera bien concret. Et donc les artistes seront financés et les investisseurs verront aussi la valeur de leur coin augmenter. C'est ça exactement. Donc on est véritablement dans un cercle vertueux, aussi bien pour les artistes que les investisseurs, étant donné que, comme Jean-Marc vient de le préciser, à chaque fois qu'un investisseur investit dans le DAI-coin, on gagne en confiance. Et cette confiance fait augmenter le cours du DAI-coin. Et donc, forcément, l'artiste qui a bénéficié d'un achat de son œuvre d'art, de sa création artistique en DAI-coin, en bénéficie également, puisque la somme pour laquelle il aura vendu l'équivalent en DAI-coin sera d'autant plus importante à chaque investissement supplémentaire. Et c'est tout l'intérêt de nouveau de ce que permet la blockchain via les crypto-monnaies. Et pour aller un peu plus loin dans le domaine justement de la création artistique, je vais brièvement parler de la propriété en tant que telle. Donc, ça va revenir un peu avec ce qu'on a expliqué sur les NFT et ce que Paul et Jean-Marc ont très bien expliqué. Mais donc, comment finalement établir qu'une création artistique, particulièrement lorsqu'elle est numérique, est certifiée provenir d'un certain auteur? Donc, comment établir une propriété pour une œuvre, une création artistique, aussi bien numérique que physique? Eh bien, la blockchain facilite tout ça, puisqu'on va pouvoir, via des websites, des sites Internet comme Art Certificate, on va pouvoir se connecter là-dessus et créer un certificat d'authenticité pour la création artistique visée. Par exemple, prenons un exemple assez facile. Commençons par un exemple numérique, mais c'est aussi valable pour une sculpture ou une peinture physique. Hein. Mais donc, imaginons, j'ai une photo au format JPEG et j'aimerais pouvoir la faire devenir unique. Donc, un NFT. J'aimerais pouvoir la faire devenir unique afin de la vendre ultérieurement. Comment je veux faire? Je me connecte sur le site internet comme Art Certificate, ou il y en a d'autres, il en existe aussi, hein, mais Art Certificate, ce qui est pas mal, c'est que c'est en français. Les autres sont plutôt des sites en anglais. Je me connecte sur le site et je dois remplir, donc déjà premièrement créer un compte, mais ensuite remplir un formulaire où je dois absolument, en vue de la création du certificat d'authenticité, je dois remplir des données. Donc, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le support, la technique utilisée. Par exemple, ici, le support, c'est
un format JPEG, la date de création, par exemple, rajouter une signature et donner le plus d'éléments qui caractérisent l'œuvre, la création artistique en tant que telle, afin de pouvoir blinder le certificat d'authenticité. Et ensuite, alors, forcément, il convient aussi de signaler si jamais la création artistique est une reproduction, auquel cas il est évidemment souhaitable et même obligatoire de les signaler pour ne pas s'exposer à des poursuites en contrefaçon et des dommages et intérêts. Mais donc, on doit certifier de sa propre parole parce qu'on est l'auteur de la création originelle, ou alors via un certificat qu'on aurait déjà du domaine réel, du domaine physique, par des experts. Mais imaginons un cas où on est le créateur de l'œuvre originelle et on n'a pas de certificat déjà fait par des experts du milieu de l'art. Je vais donc sur le site en question qui permet d'établir le certificat d'authenticité. Je remplis un ensemble de caractéristiques et ensuite le site internet va faire passer toutes ces informations, la photo JPEG, dans une fonction de hachage, d'où va résulter une identité numérique, une empreinte digitale, comme on parle. Et cette empreinte digitale est propre à la création artistique. Elle permet, sur le certificat, de tout le temps, via l'enregistrement sur la blockchain, de en permanence savoir que cette création artistique appartient à cet auteur. Et une fois que ça a été enregistré dans la blockchain, on l'a compris, via la cryptographie et le système de pair à pair, cet enregistrement devient inaltérable. Ensuite, ce certificat d'authenticité va être intégré dans un token non fongible. Donc, un NFT, non-fungible token, qui sera lié à une certaine blockchain. Ici, pour les plus connus, on a par exemple la blockchain Ethereum et la blockchain Binance Smart Chain. Et donc, une fois l'enregistrement du certificat d'authenticité qui comprend toute l'empreinte digitale de la création artistique, celle-ci sera incorporée dans le token qui deviendra forcément non fongible, non interchangeable et à caractère unique. Et à partir de là, ce token servira de preuve supplémentaire de propriété pour les utilisateurs de la blockchain, mais pour tout le monde aussi, vu que la blockchain est publique et consultable par tout un chacun. Et c'est là que réside l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on détient ce certificat d'authenticité et les droits sur son token, on peut alors gérer très facilement la revente de la création artistique qui sera certifiée. Il existe aussi forcément des moyens pour aller encore plus loin, par exemple le papier A4 sécurisé par 15 couches de sécurité, notamment des hologrammes 3D, des écritures nano en bas du document, sur la verticale du document. C'est intéressant pour nos auditeurs d'aller se renseigner là-dessus. C'est très intéressant à découvrir le papier A4 certifié par 15 couches de sécurité. Et donc là, à ce moment-là, on a alors ce certificat d'authenticité qui est intégré à un papier A4 quasiment infalsifiable, incorruptible, et on peut alors transformer ce certificat d'authenticité en une petite banderole qu'on pourra, si on le souhaite, coller derrière la création artistique, par exemple, ou alors aussi coller sur les documents de vente si on souhaiterait quand même passer par un contrat physique. Donc tout ça, c'est très, très intéressant. Pour continuer, par rapport à Ark and Dai Coin, nous devons aussi aborder l'aspect de vente. Donc, parce que l'aspect de vente est très intéressant. Donc, une fois qu'un projet artistique nous a contactés pour être financé via le Dai Coin, donc l'Ark and Dai Coin, on organise tout cela. Le financement et la promotion sont facilités parce que la crypto-monnaie permet un gain déjà au niveau du coût, étant donné qu'il n'y a plus de tiers de confiance. Donc, il y a déjà un gain par rapport de ce côté-là. Mais aussi, il y a une plus-value considérable qui est donnée par le fait que la crypto-monnaie permet d'avoir accès à une audience internationale d'investisseurs. Et là, ça, c'est un avantage tout à fait considérable. Et notamment aussi de payer
des acteurs promotionnels comme des artistes connus, des influenceurs sur Instagram, par le biais de coins, ce qui est beaucoup plus pratique de nouveau pour les mêmes raisons, beaucoup plus facile de transférer les coins. Et il y a l'avantage pour les investisseurs que au plus ils partagent, au plus ils véhiculent la promotion du coin, au plus le coin augmente en valeur et donc au plus leur rémunération en tant qu'acteur de promotion est considérable. Et alors on en vient à tout ce qui concerne vente. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le droit de suite de l'artiste, et je vois que d'ailleurs on reçoit quelques questions à ce sujet. Donc il y a le droit de suite du créateur de l'œuvre artistique qui va lui permettre, grâce à la tokenisation, donc la tokenisation d'une façon très simple, c'est la conversion d'un élément physique en un élément composé de différentes parties tokenisées digitales. Donc la conversion d'un élément physique en partie digitale représentée sur une blockchain. Ici, pour donner un exemple, c'est par exemple, vous prenez un tableau qui a une certaine valeur et ce tableau est converti en un certain nombre de DAI-coins. Par exemple, le tableau est converti en 100 000 DAI-coins. La tokenisation permet alors pour le créateur déjà de gagner une certaine plus-value par le fait qu'il pourra vendre son art par fragment. Donc, ce n'est pas comme d'habitude où si un tableau vaut par exemple 100 000 $, normalement, il faut qu'un investisseur ait déjà assez d'argent ou pour l'acheter par lui seul ou alors que ça soit acheté par un groupement, un fonds financier dans l'art. Mais alors là, il y a toutes des commissions à payer qui sont évitées grâce au système de la blockchain et de la tokenisation, puisque le créateur d'art pourra vendre sa création fragmentée. Donc, un acheteur pourrait par exemple acheter 10% de la création artistique, un autre 50%, un autre 20%. Et ensuite, les pourcentages qui seraient achetés de cette œuvre d'art pourraient faire l'objet de trading. Donc, c'est vraiment passionnant, mais c'est assez formidable. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Et ensuite, l'acheteur via un smart contract, donc un contrat intelligent, c'est-à-dire un contrat dans lequel on code des conditions qui, à partir du moment où ces conditions sont rencontrées, le contrat s'exécute automatiquement. Imaginons, j'ai payé un billet d'avion, l'avion est en retard, ça a été codé dans le contrat intelligent que si l'avion a 1 heure de retard, je reçois tel pourcentage ou de compensation ou carrément le billet est remboursé ou échangé pour un bon d'achat. Ça, c'est le smart contract. Je pense qu'avec cet exemple, on le saisit bien. Ici, appliqué au domaine de l'art, il est possible que le créateur de la création artistique, l'artiste, établisse a priori que la personne qui va acheter mon œuvre d'art va payer tel montant. Mais en plus de ça, je me réserve aussi un pourcentage de rémunération sur les ventes successives. Et ça peut être envisagé aussi bien pour des créations nouvelles, parce que je vois que la question est posée, que pour des créations d'occasion. Hein. Et on pourrait même aller plus loin, parce que la question est posée aussi, inclure les ayants droit. Mais donc, pour prendre l'exemple le plus simple, je suis artiste, j'ai créé une œuvre d'art, je la vends, j'implémente dans le smart contract, dans le contrat intelligent, que l'œuvre d'art sera vendue à tel prix, et chaque fois qu'elle sera revendue, je pourrais gagner un certain pourcentage, par exemple 10%. Donc, pour mon tableau qui valait 100 000 $, il peut être vendu à 100 000 $, et ensuite, le smart contract exécute automatiquement le fait que, par la suite, quand il est revendu, je me réserve 5% des ventes ultérieures, ce qui est de nouveau une avancée, une innovation formidable pour toutes les personnes du domaine de l'art, qui ne doivent pas spécialement attendre X temps pour pouvoir être connus et ne doivent plus passer alors par des galeries d'art ou des intermédiaires. Et ce smart contract, au demeurant, rajoute une sécurité certaine aux transactions du monde artistique et aussi, finalement, une augmentation de la liquidité du domaine de l'art, étant donné que les transactions dans le domaine de l'art sont d'autant plus faciles et aisées. Voilà pour ce qui concernait l'intervention pour la vente de création artistique, le financement et la promotion. Et maintenant, alors, pour que ça soit encore plus concret pour tout le monde, pour l'audience, nous allons
parler du projet en tant que tel Arc and Coin et des financements déjà réalisés, de projets réels, hein, donc, puisque l'Arc and Coin est une crypto-monnaie qui est liée au monde physique. Et pour cela, je vais passer la parole à Maître Goossens. Merci Gaël. Donc en effet, nous avons déjà plusieurs projets en cours. Donc grâce à la vente des Arc and Coin, nous avons récolté des fonds et nous avons, grâce à ces fonds, nous avons financé certains artistes, certains projets artistiques. Alors les projets sont détaillés, sont exposés sur notre site, sur notre website. Alors je vais prendre un premier exemple. Nous avons, il y a quelques semaines, nous avons financé l'exposition d'une artiste peintre thaïlandaise sur un écran géant, un billboard, comme on appelle ça, à Times Square. Donc, cette artiste thaïlandaise, elle est très, très connue ici en Thaïlande. Enfin, je dis en Thaïlande parce que je suis pour le moment en Thaïlande. Elle est très connue en Thaïlande et autre part en Asie. Elle expose d'ailleurs beaucoup en Chine. Donc, mais elle n'a encore jamais exposé ni en Europe ni aux États-Unis. Alors, ce que nous avons fait, grâce aux fonds récoltés par la vente des Arc and Coin, nous avons financé une exposition d'un de ces tableaux les plus iconiques sur un écran géant qui est à Times Square durant une exposition d'art donc à New York. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de ce que nous pouvons faire. Et donc cet artiste, voilà, qu'est-ce qu'on lui a demandé finalement? Donc on lui a pas demandé, on lui a pas demandé de nous payer. C'est nous qui lui avons fourni les moyens financiers. C'est nous qui avons tout organisé grâce à nos contacts sur place. Donc en fait, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a juste demandé en retour de nous faire un petit peu de publicité. Donc elle est fort suivie sur les réseaux sociaux ici en Asie. Et en fait, elle a évidemment exposé avec d'ailleurs beaucoup de fierté son œuvre sur l'écran géant à Times Square et sur les réseaux sociaux, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, eh bien, écoutez, je remercie Arc and Coin d'avoir rendu ceci possible. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et évidemment, voilà, donc ça, en fait, ce qu'on veut, c'est créer une espèce de buzz, comme on dit, pour qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui nous contactent pour faire financer leurs projets et pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui achètent l'Arc and Coin. Et bien voilà, d'ailleurs ici, on voit là sur l'écran, voilà, ça c'est le tableau là qui est sur Times Square, voilà, qui était exposé à New York. Donc voilà ici. Alors un autre exemple. Nous sommes actuellement occupés à financer une série télévisée. Alors, c'est une série télévisée qui est destinée à être diffusée sur des plateformes telles que HBO, Disney ou Netflix. Alors, la musique, on a déjà, donc grâce à Arc and Coin, grâce à la vente des coins, nous avons déjà pu créer la musique. Donc, la musique exclusive des épisodes est créée et elle est enregistrée. Le script est terminé et le metteur en scène est engagé et confirmé. Donc, cette série exclusive, elle s'appelle Noir. Et donc, voilà, donc la vente future, ce qui continue là, de jour en jour de nos Arc and Coin, vont servir à financer cette série télévisée. Alors, ici aussi, c'est toujours le même principe. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple, la série télévisée, évidemment, elle va dire qu'elle est coproduite, qu'elle est produite ou coproduite grâce à Arc and Coin. Donc, c'est de nouveau le même principe, ça va faire augmenter la demande en coin et on aura plus de moyens pour financer cette série et d'autres artistes, évidemment. Alors, Jean-Marc, justement, oui, par rapport à la série, il y a un élément intéressant qui nous permet d'aborder le thème, justement, des possibilités disruptives qu'offre la blockchain. Donc, il faut savoir que les investisseurs, donc, ou les utilisateurs, en tout cas les premiers investisseurs et utilisateurs du DAICoin, vont jouir de droits spécifiques. Donc, le coin est bien un utility coin, hein, mais… C'est exactement ce que je voulais dire. Ah ben voilà, on a eu une bonne connexion. Oui. Mais justement, donc, les investisseurs vont jouir d'un avantage assez unique. Ils vont pouvoir, grâce au fait de posséder des DAICoin, ils vont pouvoir intervenir dans la création artistique de l'œuvre en tant que telle. Donc, pour prendre l'exemple de la série TV Noir,
les DAI investors, comme on dit, les investisseurs du DAI coin, vont pouvoir décider, par exemple, sur le script. Ça nous arrive souvent quand on regarde une série, à la fin, il y a peut-être un acteur qu'on n'a pas aimé ou qu'on a beaucoup aimé et qui, parfois, est supprimé du script. Eh bien, parfois aussi parce qu'ils demandent trop d'argent. Quand ils demandent une augmentation de salaire, on les élimine dans un accident de voiture. Financière. Et ici, c'est tout l'avantage du DAI-coin, c'est qu'en possédant du DAI-coin, on pourra avoir droit au chapitre. On pourrait, et d'ailleurs, en tant que communauté, ça pourrait aller même plus loin. Donc, ce qu'on appelle des requesting rights, c'est-à-dire le droit de requérir de l'Ark & Dai team le fait de, par exemple, tokeniser telle œuvre d'art ou de supporter tel artiste. Ou, par exemple, comme je viens de le dire, le droit consultatif sur le script. Et ça, c'est de nouveau, c'est permis par la blockchain, par le fait que une fois que la communauté de DAI sera assez importante, il sera beaucoup plus facile de communiquer entre nous grâce au réseau blockchain. Donc ça, c'est la petite remarque que je voulais placer. Non, c'est tout à fait adéquat, c'est tout à fait juste. Et voilà, donc un droit de consultant sur les épisodes suivants. Ça peut aussi être des rencontres privilégiées avec le metteur en scène, avec les acteurs. Et voilà, et pour d'autres projets aussi, des accès privilégiés à des spectacles, etc., etc. Donc, en fait, en conclusion, nous sommes déjà contactés par de nombreux artistes de toutes disciplines. En fait, on a peinture, musique, sculpture, photographie, télévision et cinéma. Et en fait, ce que veulent les artistes, c'est faire financer leurs œuvres par Ark & Dai Coin. Et de plus en plus d'investisseurs se manifestent déjà aussi. Alors, les artistes avec lesquels nous travaillons, ils ont commencé à parler de nous positivement. Et en fait, ce sont, comme je disais tout à l'heure, ce sont en fait nos meilleurs ambassadeurs. Donc, ils vont créer une espèce de buzz autour de Ark & Dai Coin et de ce fait, le nombre d'acheteurs augmentera et la valeur de notre crypto augmentera. Donc, en fait, ici, avec les cryptos, il n'y a rien de neuf, en fait. C'est toujours la loi de l'offre et de la demande qui va en déterminer la valeur. Donc, on est très confiants pour l'avenir de notre crypto-monnaie. Tout à fait. Et en conclusion aussi, il faut préciser donc qu'un aspect fondamental de cette nouvelle crypto-monnaie, c'est en tant que tel servir de nouveaux moyens universels d'échange dans tout ce qui pourrait concerner l'art. Parce qu'il faut savoir qu'au plus le DAI sera utilisé, au plus son cours va monter et au plus on sera en mesure d'intervenir aussi pour faire découvrir des nouveaux artistes ou pour promouvoir, organiser le financement ou la vente d'artistes prometteurs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. En tant que monnaie universelle, le DAI pourrait par exemple aussi servir, on a eu des contacts avec des billetteries notamment françaises et canadiennes, pour que le DAI puisse servir de moyen de paiement. Par exemple, quand on organise un concert, il sera possible de payer en DAI. Donc, de ce fait-là, le DAI deviendrait vraiment la monnaie universelle dans tout ce qui concerne le monde de l'art. Et ici, vous avez, pour les intéressés, je l'expose en grand, vous avez donc ce qui concerne la IEO, Initial Exchange Offering, c'est-à-dire la levée publique de fonds réalisée par le moyen des crypto-monnaies. Ici, nous avons fait confiance à un des principaux exchanges crypto-monnaies, place boursière, pour donner l'équivalent du monde physique, la Token Exchange. La Token, c'est donc chargé déjà de mener la due diligence, tout ce qui est la vérification du projet pour qu'on puisse être listé. Et ensuite, la token, c'est aussi chargé de créer le DAI coin. Donc, tout est vraiment sous contrôle. Pour donner une idée de grandeur, la token exchange, c'est aux alentours de 300-400 millions de dollars d'échanges journaliers sur le secondary trading market. Et là, vous avez quelques informations. Donc, depuis le 29 mai 2021, le token, donc notre coin, le DAI coin, est en vente. Il est au prix de 90 USDT par DAI coin. Il y a un minimum d'achat de 10 coins. Et alors, cette semaine, justement, il y aura le premier airdrop qui sera organisé. C'est-à-dire que nous allons distribuer l'équivalent de 100 000 dollars
en DAI-coin, pour tous ceux qui participeraient, qui contribueraient au projet. Une remarque importante aussi, pour pouvoir acheter le DAI-coin, il suffit d'aller sur le website, d'appuyer, hein, ça figure un peu partout, mais ne pas oublier donc premièrement de se créer un compte sur la plateforme d'échange la token et aussi de passer ce qu'on appelle le KYC, donc un formulaire, un test qui permet de vérifier qu'on est bien celui qu'on prétend et qu'on n'a pas d'éventuelles déchéances de participer au projet. Ce qui frappe généralement plus les citoyens américains qu'européens. Vous voyez aussi que sur le site Internet, il est intéressant d'aller cliquer sur l'onglet White Paper pour découvrir finalement la présentation noir sur blanc de tout le projet et de prendre connaissance plus en profondeur pour ceux qui ne seraient pas encore conquis par l'idée d'avoir créé un coin qui se veut un moyen parfait utilisant la décentralisation et la blockchain pour l'investissement dans l'art et le soutien aux artistes, ainsi que le devenir d'une monnaie virtuelle, digitale, internationale, universelle dans le domaine artistique. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, écoutez, merci. Donc là, il y a eu plusieurs questions, donc il nous reste 10 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par la première question. Donc, un Mathieu Rodrigue qui a demandé au marché secondaire également du coup. Donc là, je ne sais pas s'il faut revenir, je dirais donc sur quel sujet c'était effectivement. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ou je me souviens plus du contexte, hein, donc du coup, c'était une question, est-ce que c'est au marché secondaire également du coup? Bon. Oui, écoute, Jean-Luc, je vois aucun frein à pouvoir enregistrer une création artistique, qu'elle soit de seconde main ou nouvelle. De seconde main, il faut effectivement, parce que c'est une question qui a été posée aussi, il faut effectivement s'assurer que cette œuvre soit déjà pas enregistrée au préalable avant de signer pour droit que nous sommes le propriétaire. Donc, avoir un contrat de vente, si on a affaire avec une œuvre de seconde main, ça peut être intéressant pour pouvoir justement encoder le plus de données vérifiables et certifiables dans le certificat d'authenticité afin de créer ce NFT. Et alors, le fait que cet objet, cet élément soit de seconde main n'aura effectivement aucun impact négatif sur la possibilité de rentrer des données, des conditions dans le smart contract, le contrat intelligent. Alors, la question de Bénédicte est peut-être… un petit peu la même. Un peu la même, peut-être, oui, voilà. Je dirais un peu je dans vais la y continuité. Oui, donc comment s'assurer que la personne qui inscrit en premier dans la blockchain l'œuvre est bien l'auteur original? Et vu que la blockchain est inaltérable, est-il possible de désinscrire en cas de litige sur la propriété? Mais là, comme disait Gaël, en fait, oui, il y a des vérifications, comme finalement, il n'y a rien de bien neuf à ce niveau-là. Il faut vérifier que la personne qui se prétend propriétaire est bien le propriétaire. Alors, comment est-ce qu'on vend un NFT? C'est souvent via des plateformes de vente de NFT, et c'est souvent elles qui vont faire une due diligence pour vérifier que c'est bien ça. Donc, par exemple, si on reprend l'œuvre de Beeple vendue 69 millions de dollars par Christie's, c'est évident que Christie's a vérifié, a fait toutes les vérifications pour être certain que c'est bien le NFT de Beeple qui est mis en vente. Alors, il peut toujours évidemment y avoir des erreurs, puisque à ce niveau-là, c'est l'humain qui intervient. Donc, l'erreur est humaine. Et donc, l'erreur, et parfois, peut-être, ça peut être intentionnel aussi. Donc, oui, la blockchain est inaltérable. Et ici, à mon avis, Paul devra confirmer ce que je vais dire, parce qu'il est plus au fait de la technologie que moi, mais on crée une nouvelle chaîne, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas, une fois que qu'une information est scellée dans un bloc, qui est dans une blockchain, on ne peut pas modifier cette information, on ne peut plus la modifier, elle est là à jamais dans cette blockchain. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recréer une nouvelle blockchain avec l'information correcte. Alors, juste ajouter une petite nuance à cela. Du coup, c'est pour la question du dynamisme, c'est ça?
La question, c'est lorsqu'une information erronée, quand une information erronée est mise dans une blockchain. D'accord. Alors, ça rejoint un petit peu la question de Loïs. Donc, le NFT est-il dynamique? En fait, il faut voir, déjà, première chose, on ne peut pas supprimer aucune information qui est sur la blockchain. C'est très compliqué. C'est si compliqué que tout le monde considère que c'est impossible. Maintenant, on peut faire la chose suivante. C'est à un instant T, je dis que l'œuvre d'art, elle est dans tel état. Puis plus tard, j'annonce cette information, elle est là, elle restera là pour toujours. Et plus tard, je dis, OK, maintenant, il est dans cet état. Et donc, on a cette idée qu'on transitionne d'état. Et si on dit que maintenant, l'œuvre d'art, elle a été, que sais-je, détruite, bien, il y a marqué dans la blockchain qu'elle a été détruite. Donc, l'état est considéré comme étant détruit. Ceci dit, on n'a pas supprimé les informations d'avant qui disaient que l'œuvre d'art existait. C'est pour ça que pour la correction d'une erreur, on peut imaginer un système, tout dépend comment on design le problème, hein, mais on peut imaginer un système où je me trompe, d'accord, donc à un instant donné, tout le monde pourra voir que je me suis trompé, et on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Mais sous certaines conditions, on peut dire je me suis trompé. Si le protocole le permet, c'est pas toujours évident. Je me suis trompé. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ça. Mais tout le monde pourra voir que vous avez essayé de faire quelque chose au début. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que ça permet la traçabilité complète sur tes explications. C'est justement l'avantage, la plus-value de la blockchain. Alors, il y a Louis qui pose aussi une question. Si on crée en fait… Jean-Luc, je voulais juste intervenir 2 secondes sur le dynamisme, parce que peut-être que la personne qui a posé la question voulait aussi aller un peu plus loin dans le dynamisme à proprement parler. C'est-à-dire, pour donner un exemple, on a par exemple l'ETH Boy. Donc, c'est un NFT qui a été créé déjà il y a quelques temps, je ne sais plus exactement quand, mais qui a la particularité de varier avec des éléments incertains. Donc, par exemple, c'est la représentation d'un garçon qui varie en fonction du cours de l'ETH. Donc, ça peut aussi donner une réponse à la personne qui a posé cette question de dynamisme. Effectivement, un NFT peut être dynamique et s'adapter avec des éléments du monde réel qui sont complètement imprévisibles. Alors, la question, si la création du certificat est déclaratif, cela n'ouvre-t-il pas la porte à des abus? Je crée mon NFT, mais l'œuvre n'existe pas. Je revends mon NFT et le tour est joué. L'œuvre n'existe toujours pas. En fait, c'est un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Il faut prouver, le vendeur doit prouver qu'il est bien propriétaire. Donc, si on est l'acheteur, on doit faire une due diligence, on doit se renseigner. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de Christie's, qui a fait évidemment toutes les vérifications avant de mettre en vente le NFT de Beeple. De Beeple, exactement. Et puis, il y a aussi la question qu'il y a des mentions spécifiques à mettre. Et il est conseillé, au-delà de ces mentions, donc je l'avais cité tout à l'heure, le titre de l'œuvre, le support, la technique utilisée, le nom de l'auteur, une signature éventuelle, la date et l'heure de fabrication, de création. Il y a aussi toutes sortes d'autres mentions qu'on peut rajouter. Et alors, il y a surtout des explications à donner sur l'auteur en tant que tel, sur l'œuvre. Et tout ça va créer une empreinte digitale qui sera, pour le coup, unique. Et à partir du moment où il y a une discussion qui pourrait se jouer de nouveau sur l'origine d'une œuvre ou de son auteur, à ce moment-là, comme à l'accoutumée, la discussion sera alors, le tribunal la question sera alors soumise au tribunal. Et d'ailleurs, dans le cas de litige en ce qui concerne du droit intellectuel, du droit d'auteur, le tribunal fait justement appel à différents experts. Et parfois n'arrive pas à trancher sur l'authenticité. Et parfois finit par dire que le caractère de l'origine de l'œuvre est incertain. On a un doute que ce soit lui ou lui. Mais ici, c'est l'avantage de la blockchain. C'est que la blockchain, pour tout ce qui concerne l'œuvre nouvelle, la création originale, va permettre de certifier ça de façon publique. Donc non, le fait d'avoir un certificat, un NFT par exemple, qui a été
créé via un site Internet ne va pas donner un titre légal reconnu par l'État, mais par contre, au besoin, va servir pour le tribunal à décider si oui ou non cette œuvre a été créée par tel auteur. Ça sera beaucoup plus facile vu que cette information et ces informations, toutes les mentions spécifiques et l'histoire, l'historique, l'origine de l'œuvre seront fixées dans la blockchain. Et la blockchain aura aussi tout ce qui arrivera ultérieurement. Donc, un échange, une transaction, une modification par rapport à cette création artistique. Donc, ça faciliterait forcément les litiges qui pourraient prendre place en ce qui concerne cet aspect-là de la chose. Oui, puis comme tu l'as dit, en fait, finalement, tout ce qui est inscrit dans la blockchain est immuable. Et donc, quelque part, il y a une empreinte, finalement, il y a une empreinte digitale quelque part. Donc, voilà, la personne qui a de toute manière enregistré des informations gérées dans la blockchain, ça peut complètement se retourner contre elle, puisque finalement, il y a une preuve que c'est bien elle qui a enregistré ces informations, que ces informations étaient fausses de toute façon. Exactement. Et la création artistique qui repasserait par le même protocole de hachage devrait donner la même empreinte digitale. Donc, à partir du moment où on n'utilise plus la même création, ça donnera, ça change. Il suffit qu'une virgule change pour que ça soit plus du tout la même empreinte digitale. Or que si on parle de la même création, ça doit donner la même empreinte digitale. Tout à fait. Alors, il y a une question. Est-ce que le protocole permettant de rendre dynamique le NFT passe par un smart contract ou est-ce que cela fait appel à d'autres protocoles? Là, je pense qu'on va laisser Paul. Je viens prendre la réponse à la question. Oui, complètement. Alors, le smart contract, c'est l'idée générale suivante. C'est-à-dire que moi, je vous ai présenté la blockchain comme un truc où on stocke des données immuables. Maintenant, si on veut faire évoluer, et dès qu'on parle de dynamisme, en fait, il faut parler de smart contract. Parce que l'idée de smart contract, c'est de dire on va faire transitionner un objet par différents états dans la blockchain. Et on va faire, là où la blockchain avant ne faisait que de stocker la donnée, Bitcoin ne peut pratiquement que stocker de la donnée. Maintenant, on peut aussi exécuter des opérations et transformer cette donnée. Et donc, c'est quelque chose de très général, les smart contracts. Tout ce qui se fait sur la blockchain maintenant peut être considéré comme un smart contract. C'est même, stocker la donnée peut être vu comme étant un smart contract. Donc, oui. Après, je ne sais pas si la question était que autour de la terminologie, mais voilà. Très bien. Écoutez, en tout cas, là, on arrive, je dirais, donc à la fin, je dirais, donc de ce webinaire. Ah, il y a une dernière question de Marc. Croyez-vous qu'une œuvre comme celle-là, qui est à la fois physique et numérique, inspirée d'un artiste que vous connaissez bien, a regardé en réalité augmentée avec l'application AR eVive sur smartphone ou tablette, puisse parfaitement répondre aux exigences des protocoles NFT. Ah, il nous envoie. Bon, par contre, on arrive à la fin du webinaire. On va quand même attendre de recevoir le lien. En tout cas, donc, si vous pouvez rappeler une dernière fois, donc, il faut aller sur le site, effectivement, artcandaicoin.com pour acheter les DAI ou aller sur latocoin.com, puisqu'il y a deux moyens pour aller, acheter les DAIcoin. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir participé, Paul, Jean-Marc et Gaël, à ce webinaire sur le domaine de l'art, qui est vraiment un sujet très passionnant. Et je pense qu'effectivement, le domaine de l'art est parfaitement en phase en ce qui concerne, je dirais, donc la blockchain, ne serait-ce que la véracité, je dirais, d'une œuvre et prouver son authenticité. Donc, je pense que là, vous avez effectivement, vous êtes sur un sujet qui ne va que croître et va prendre, à mon avis, beaucoup d'ampleur. En tout cas, merci à toutes et à tous, à toutes les personnes qui ont participé, et je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore. Au revoir. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.